Apéro spécial Playoff 2024. Alors, on a des doutes, alors, à ce qui paraît. Il y a des petits doutes. Il y a des équipes qui sont pas sur la bonne tendance, sur la bonne dynamique. Alors, Encore et encore. qui est trop soft? Encore et toujours les mêmes erreurs. Toujours. Qui est trop soft? Qui joue pas assez bien? Qui va confirmer notre scepticisme? Qu'est-ce que ça veut dire le scepticisme? Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk, évidemment. On a fait un premier apéro qui était plutôt lui sur l'aspect positif. Stonks, comme dirait Léonce. On est dans des barres positives. On a confiance. Ces gens-là, ces équipes-là, ces tendances-là nous donnent confiance. Mais on a aussi de la méfiance. Bien sûr. Et donc, à 3 semaines des playoffs, bah, y a des joueurs, des équipes ou des tendances où on se dit ok, le tableau des playoffs reste à déterminer. Mais franchement, là, si ça démarrait là, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Alex, je sais pas toi, j'ai pas confiance. Là. Ça va être compliqué. Bah, disons que y en a pas. En fait, comme chaque année, là, dans la dernière ligne droite, t'as encore le temps de te inverser un peu la tendance, de récupérer des blessés, de améliorer certains points si ton équipe n'a pas encore trouvé l'équilibre offensif ou défensif. T'as encore un peu de temps, mais t'en as de moins en moins. Oui. Donc les tendances qu'on a actuellement vont pas être si faciles que ça à inverser. Tout à fait. D'ici les playoffs, et puis bah on sait que c'est pas en playoffs que tu inverses les tendances, sauf éventuellement si tu t'appelles le Miami Heat, mais ça c'est encore autre chose. On-off, détente, bienvenue en Floride, et de culture. Vous aussi, vous allez devoir participer, parce qu'on le sait, hein, que là il y a des choses qui peuvent être écrites dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, et que vous arrivez fièrement. Vous voyez le même là, où il y a le prince qui est comme ça, il y a des couteaux, et il y a, dites-nous une take qui vous met dans cette situation. Eh ben, dites quelque chose qui vous rend méfiant. Je sais pas, moi, franchement, Doc Rivers me rend méfiant. Ou la main gauche de Jalen Brown, comme je le disais. Ou on reparlera des Suns, tiens, peut-être. Oh bah oui. Oula, ah oui, donc là, il y a des... Spoiler tout de suite. Bah oui, on va en parler, c'est évident. On est sur de la méfiance. Attention, évidemment, on essaye d'agir en intelligence et en collectivité, en harmonie. Ce n'est pas un apéro de haters. Ouais, Alex, t'as parlé de telle équipe, franchement, t'es un hater. Mais il n'y a pas de hater ici, il y a juste des facts. Juste facts. Ouais, exactement. Que du factuel. 7000 langages parlés, on a décidé de choisir le réalisme. On a pris les faits. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de hating. Si vous pensez, vous, dans votre plus profonde intimité, qu'on a tort, balancez les arguments et on sera ravis de voir si ces équipes ou ces joueurs performent dans le bon sens. On sera les premiers à dire, ah, franchement, on avait tort là-dessus, quoi. Je suis d'accord. Maintenant, on le sait aussi, et si vous ne le savez toujours pas, il y aura une soirée le 20 avril. Ah bon? Merde. La preview surtout des playoffs, on aura, pardon, excusez-moi, 3-4. Il y aura une soirée, une viewing party NBA des playoffs 2024 pour ouvrir les phases finales. Ce sera le samedi 20 avril de 2024. On sera là avec la NBA, avec Parlons Sport et Alex et Bibi et l'équipe de Trash Talk pour vivre 2 premiers matchs des playoffs. Ouais, il y a plein d'infos partout là qui ont tourné sur nos réseaux sociaux. Exactement. Et sur le site internet également. Il y a une ouverture de billetterie pour ce jeudi. Jeudi 28 mars, 19h. Soyez rapides. Hashtag l'année dernière, ça s'est vendu en 5 minutes. L'année dernière, ça s'est vendu, ouais, exactement. 2500 places en 5 minutes. Un money time. C'est le money time. Donc là, faut sortir la main gauche façon Kyrie, quoi. Ouais. Faut être très très rapide, faut F5 ça très très fort. Toutes les infos sont évidemment disponibles sur les plateformes de Trash Talk et celles de NBA France également, donc réservez, organisez-vous. On se retrouvera pour, encore une fois, ce qu'on peut flexer et dire comme étant la plus grosse soirée hors sol américain de la NBA dans le monde. Bienvenue évidemment dans les soirées NBA avec Trash Talk, c'est la base. C'est la base. Voilà, ça on a confiance. Ouais, bien sûr qu'on a confiance. Un peu de méfiance, Alex? Ouais, j'ai de la méfiance. T'en as noté? Ouais. Eh bien ça tombe bien, vous préparez vos aspects méfiants. Ouais, vas-y, je t'en prie. T'es prêt? Tu veux que je balance un truc? Eh bien c'est Alex qui part sur le dance floor et qui entame tout de suite avec un aspect méfiant, c'est lequel? Tu vois, tu parlais du gars là qui a les épées comme ça, là, le même là sur Twitter. Là. Ouais. Je pense que ça va être moi là tout de suite, parce que moi je suis pas hyper confiant, j'ai des doutes. Et c'est des doutes qui, je pense, dans les prochaines saisons seront sûrement levés, mais là pour l'instant j'en ai sur l'état de forme et la dynamique de jeu dans laquelle Tyrese Haliburton va arriver en playoff. Ouais. Oui. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai adoré sa première partie de saison.
Après, il a été blessé, ça c'est... Voilà. Et en fait, c'est même... Non mais je veux dire, c'est pas de sa faute. Et là, depuis qu'il est revenu, on est beaucoup plus en mode montagne russe. Il y a beaucoup moins de régularité, il y a beaucoup moins de coups d'éclat de fou furieux. Du coup, bah, les Pacers fonctionnent un tout petit peu moins. Bon, il y a du Siakam aussi, donc forcément, Siakam a réussi à te gratter et à t'aider à te faire gagner quelques matchs et à améliorer certains aspects défensifs. Mais bon, c'est pas encore une spécialité, la défense, hein, dans cette équipe des Pacers. On peut le dire, oui. Aujourd'hui, au moment là où on tourne cette vidéo, ils sont encore dans le top 6. Hein. Le Heat est derrière. Les Sixers sont derrière. Ils sont pas hyper loin. C'est loin d'être fini. Faut qu'ils se méfient, les Pacers. Ça s'agirait pas de tomber dans le play-in. Ça serait moche et ça serait dangereux. En fonction des équipes que tu rencontrerais au play-in, une mauvaise surprise, genre ne pas aller en play-off, ça serait vraiment chum pour cette équipe des Pacers. Ça n'existe pas, ça, pour eux. Non, mais du coup, tu vois, faut faire gaffe. Après, ça va au play-in, il y aura du Bulls, du Hawks aussi, je pense que normalement, ou des Sixers, a priori sans Embiid, je pense qu'il y a moyen. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt centré sur Haliburton. Sa blessure a mis vraiment un gros coup d'arrêt à son début de saison fabuleux de All-Star. All-Star, je fais le spectacle, je suis le meilleur passeur de la ligue et en plus je suis clutch. Là, bah, les éclairs à la passe, ils sont toujours là. Le côté gestionnaire, il est là, mais parfois, il y a des choses auxquelles il nous avait pas habitués sur demi-terrain. Il y a des défenses qui sont un peu adaptées. Il se fait plus serrer et tout. Il se fait un peu plus pousser dans ses retranchements. C'est ce qui va lui arriver en play-off, hein, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, si tu arrêtes le classement, c'est un Cavs voire un Knicks Pacers. Bon bah la défense des Knicks, c'est pas un cadeau pour Haliburton, c'est pas un cadeau pour les Pacers d'une manière générale, hein, tu vois. Et l'attaque des Knicks face à la défense des Pacers, il y a moyen qu'elle se fasse plaisir. Et donc Haliburton est encore un joueur jeune. C'est une nouvelle star, une nouvelle superstar, mais j'ai l'impression que sa blessure a trop cassé son élan, que là il a un peu de mal à reconstruire la bonne dynamique. Il a encore 2 ou 3 semaines pour ça, donc il est dans le cas des gars auxquels je pensais quand je disais ouais, en 2-3 semaines tu peux encore des fois redresser la barre, parce qu'il y a déjà il y a un petit matelas de sérénité et tout, mais j'avoue que moi quand je vois les Pacers jouer et que je regarde Tyrese Haliburton, j'ai cette sensation ils ont beaucoup donné en première moitié de saison, notamment Tyrese Haliburton, et là on a du mal à retrouver la régularité, l'enchaînement des perfs, les 3-4 matchs de suite, vraiment top niveau d'Haliburton et tout machin. Là on les a pas revus depuis sa blessure, d'ailleurs ça se voit dans les résultats des Pacers. Donc ouais, j'ai quelques doutes là-dessus. C'est pas des doutes très graves dans le sens où si les Pacers sont par exemple 6ème et puis qu'au premier tour de playoff tu te fais fumer par le 3ème de l'Est, que ce soit du Cavs, du Knicks, tu vas construire sur je te dis pas que tu seras content, hein, mais personne va te dire oh qu'est-ce que c'est que cette merde. Moi les Pacers j'avais du mal à les foutre dans le top 6 là, quand on a fait les previews, hein. Donc non, la saison va être bonne au niveau de la régulière, mais je pense en revanche que que Haliburton va être moins dominant là sur cette fin de saison et sur le bout de playoff qu'il va jouer. Voilà. Et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il me fasse mentir pour avoir la Tyrese Haliburton Nation qui vient de me causer sur Twitter. Eh ben, je serai le premier à conduire le wagon. Voilà. Mais j'avoue que je pense qu'il y a un petit coup de mou qui est dû à blessure, enchaînement, fatigue et énormément de choses qui pèsent sur ses seules épaules. Un peu de Siakam évidemment, mais ça fait beaucoup aussi et c'est normal. Bien sûr. Ah, mais je te comprends. Moi, c'est marrant parce que de l'autre côté, il fait partie des top joueurs que j'ai hâte de voir en play-off parce que je pense que c'est une star des grands moments et que donc, à mon avis, il pourra délivrer. Par contre, là où je te rejoins et sur lequel je vais avoir un sourcil froncé, c'est que pour tous les exploits offensifs de Tyrese Haliburton, il y a eu beaucoup de trous d'air. Ah bah ils prennent beaucoup de points, les Pacers, c'est pas que de la faute des pivots, hein, ça, c'est sûr. Exactement, et notamment de la part de Tyrese qui a plus d'une reprise cette saison est devenu un joueur ciblé dans des moments importants parce que les équipes adverses savent qu'il a tellement sur les épaules en attaque du coup il n'y a pas les efforts défensivement, pourtant il est capable, mais ça va être important à surveiller, et puis cette adaptation à passer de 180 à 110 km/h parce que tu es en play-off. Parce que pendant la saison régulière, tu peux jouer tous les soirs là, à 200 km/h, là c'est parti, IndyCar. Sauf que là en play-off, pour imposer un rythme accéléré, il va falloir aller chercher des lancers. Il va falloir faire plein de choses sur lesquelles je veux bien voir et j'ai quelques doutes. Voilà. Je peux pas être objectif sur Tyrese Haliburton, je pense que c'est un crack absolu, mais je comprends le scepticisme. Voilà.
Tu sais ce qui est bien avec Tyrese Haliburton? Dis-moi. C'est qu'il a été dans un trade. Je me rappelle plus. Avec Domantas Sabonis. Ah oui, Domantas. Saison extraordinaire de Domantas Sabonis. Calmez-vous, fans des Kings. Bien sûr qu'il méritait d'être All-Star. Bien sûr qu'il méritait d'être All-Star. Ça, c'est cadeau. Saison Est-ce qu'il est extraordinaire. capable de faire des bons playoffs? Est-ce qu'il est capable déjà d'emmener en playoff les Kings? Alors, venons-en aux faits, aux facts, puisque Alex a dit qu'on allait parler le factuel. Le factuel. Domantas Sabonis, saison extraordinaire, en tout point. Triple-double, double-double. Kevin Love vient de l'adouber, puisqu'il a dépassé le record dans la NBA moderne de Kevin Love, plus de 54, 55 double-double consécutifs, enfin en tout cas de ça. Il y a genre 25 triple-double dans cette Et il y a saison. 25 triple-double, enfin le mec est extraordinaire, les moyennes elles sont simples, mesdames et messieurs, aujourd'hui Domantas Sabonis, eh bien il tourne tout simplement cette saison à 20 points, 14 rebonds et 8 passes de moyenne, d'accord, à 61% au tir, avec même 41% à 3 points, le volume est très faible, mais voilà, saison de mammouth, de malade mental. Maintenant, puisqu'on parle factuel, Domantas Sabonis c'est aussi un joueur qui, en saison régulière, a été capable de nous régaler, et où le cran a été inférieur en play-off pour plusieurs raisons. Il s'est fait afficher par les Warriors, par fait l'intelligence tactique des Warriors. Et si seulement c'était que les Warriors, ça a été par le passé aussi quand c'était avec Indiana. Donc c'est un joueur qui a un style de jeu et qui essaye de garder toujours ce même rythme de jeu. Et vu qu'il y a des ajustements de la part d'équipes et qui savent son type de jeu, et ben il y a au bout d'un moment, tu peux pas juste... Je schématise énorme parce qu'il y a beaucoup de finesse dans son jeu, mais tu peux pas juste sortir les coudes, mettre des tampons et du coup essayer de croire que ça va marcher. Non, Golden State hier a essayé l'année dernière est rentré dans ce jeu-là et on avait vu, il y avait du Draymond Green qui avait foutu des godasses sur le torse, mais il y a aussi tout le secteur athlétique de Golden State qui essayait de le faire déchanter, et Domantas a vécu une série. Surtout, ils l'ont défendu limite comme Ben Simmons, tu vois. Genre, Compliqué. Ils le laissaient shooter et tout. À le laisser shooter et tout, tout à fait. Ils sont vraiment rentrés dans sa tête. Ça a été C'était malin. Exactement. Et ça a été exposé nationalement. Il y a des équipes qui vont affronter là, potentiellement, parce que tu l'as dit, on ne sait pas si Sacramento. Il y a des équipes qui vont potentiellement affronter Sacramento en playoff et se dire, les gars, sur notre vie, tout sauf De'Aaron Fox. Et laissons Domantas potentiellement prendre des décisions et notamment venir nous bumper, parce qu'en fait l'arbitrage n'est pas la même et l'intensité n'est pas la même, donc les avantages de saison régulière ne sont pas la même en playoff. Et l'avantage de lui lâcher la bride et de le laisser un peu libre en mid-range, c'est que tu l'obliges un peu à shooter et tu lui casses un peu son jeu qui est de venir bully sous les cercles, ou de faire des super écrans pour et Malik et pour Kevin et pour d'autres garçons, etc., sur lesquels il trouve ses spots. Donc Domantas Sabonis, extraordinaire saison régulière, mais va-t-il faire déjà aussi bien? Si tu es capable déjà, sur une série de playoffs du premier tour, si Sacramento donc va bien au premier tour, de nous sortir une série en 20 points, 14 rebonds et 8 passes, chapeau bas. Ah ouais, super. Monumental, chapeau bas. J'ai un petit doute. Parce que je pense que les équipes vont s'ajuster. Et ça n'enlèvera rien à la glorieuse saison régulière de Domantas Sabonis, mais c'est lui qui doit nous faire mentir. Parce que là, il n'a pas été respecté sur les trucs de All-Star, et nous, on était les premiers à avoir notamment des discussions autour de ça. Il a montré sur le parquet que c'était un All-NBA player cette saison, mais en playoff, l'historique de Domantas, c'est voyons voir. Et j'ai un petit doute. À lui de nous faire une série en... je sais pas, là, regarde, Sacramento, ça veut dire que tu affrontes qui? Tu as affronté les Wolves, le Thunder. Donc ça veut dire qu'il faut bully le Thunder. Très bien, parfait, bah allons-y. Ouais, c'est pas si simple. C'est et pas puis si simple. bully les Wolves, c'est compliqué pour Et bully les Wolves, c'est un peu compliqué. Donc, à voir tout ça. Et je veux bien l'avis des fans des Kings, parce qu'il y a tout un sujet évidemment au Sacramento, hein, mais je pense qu'on met beaucoup en avant là ce qui se passe avec Domantas, et de manière évidente, hein, c'est mérité. Faut suivre en playoff, parce que sinon t'es juste un clown de saison régulière. D'accord. Et j'aimerais éviter cette étiquette là pour nos amis de Sacramento et notamment le pivot lituanien. Toi tu le sens comment, Domantas? Je pense faut que les Kings aillent en playoff, mais si les Kings arrivent en playoff, effectivement il y aura beaucoup de regards braqués sur sa perf, et je serais pas du tout surpris qu'on voit des équipes comme des bonnes défenses là, comme le Thunder ou les Wolves, qui disent c'est quoi? On va pas commencer à prendre des risques. Si Domantas Sabonis doit nous flinguer à demi-distance, eh ben so be it. Mais le gars, le frérot, il va avoir 3 mètres. On va lui laisser les 3 mètres, comme les Warriors. Parce que comme ça nous permet de protéger notre raquette. Rudy le fera. Rudy, il peut le faire, ça. Rudy le fera. Même Nasrid peut le faire aussi. Enfin bref. Mais là, tu vois, du Chet Holmgren, Jalen Williams sera trop content que son coach lui dise non, va pas te coller à Sabonis.
Et Tu vois tout à fait, et t'as raison de mentionner pour du Chet Holmgren. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que des mecs comme Shai, Jalen Williams et compagnie, ou d'autres comme Anthony Edwards vont aussi dire genre switch. Ah bah oui. Switch, parce que ok, Domantas il essaie de faire des efforts, mais si c'est lui votre secteur intérieur protecteur de raquettes, attention, nous on va vous faire rentrer Alex Len, les frères. Ouais, mais attention, il y a Keon Ellis quand même maintenant pour faire ça. Oui, je sais, il y a du monde. Pour tout boucher. Il y a du pour monde boucher pour tous tout les boucher. trous de Sacramento. Je l'avis des fans des Kings parce que quelques interrogations. Qu'est-ce que tu as d'autre de noter, Alex? Après Tyrese. J'ai des doutes, et je suis pas le seul. Oula. Ah non, bah là moi j'ai des doutes, genre c'est des doutes un peu obvious, mais faut qu'on en parle. Oula. J'ai des doutes au global, sur la vraie dimension mentale des Clippers. Ouh. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans la saison, t'as vu, on a fait l'apéro, on a fait « Waouh, les Clippers, ils sont indéfendables, personne n'arrive à jouer, ils sont en train de remonter, de vraiment briguer la première place de l'Ouest, et tout. En plus, ouais, Kawhi quand il s'énerve et tout, avec Paul George, machin, Norman Powell, ils sont capables de défendre un peu et tout. Waouh, cette équipe, c'est une mismatch permanente et tout, machin. » Depuis, on va être obligé de modifier un peu notre discours, parce que, et Tyronn Lue l'a très bien dit, l'a énervé, hein. Après la défaite de dimanche dernier, où voilà quoi, les mecs ont fait vraiment un mauvais match de basket. Non mais c'est vrai, faut le dire, face à des Sixers sans Embiid, qui eux ont joué vraiment et tout. Tyronn Lue, il a débarqué et il a dit que l'identité des Clippers, il l'a décrite comme soft. Le coach. Et C'est pertinent comme statement. Et Harden dit ouais, we gotta find our identity, donc on doit trouver notre identité. À fin mars, il est temps les gars. Il est grand temps de trouver une identité fin mars. Not again. Et donc on est passé de équipe, trop de talent, machin, ça fonctionne et tout. Il y a eu la blessure de Westbrook qu'il faut pas sous-estimer, ça fait très très mal en termes de est-ce que ton équipe est soft ou pas. Ah bah oui. Ah bah oui. Elle marche moins bien l'équipe depuis que Westbrook il s'est blessé, hein. Il sortait du banc, nanana, soi-disant tout ça, tout droit, bourrin, nanana. Quand il est pas là, son équipe joue moins bien. Voilà, ça c'est factuel. Puis la doublette avec Norman, bah, du coup c'est pas la même. C'est ça. Et donc, les Clippers sont un sujet de leadership, les Clippers sont un sujet d'identité, de mentalité, et effectivement, il y a pas mal d'équipes qui le voient. Et là, sur la fin de la régulière, ça se voit dans pas mal de matchs. Et à mon avis, s'ils continuent comme ça, en play-off, ce sera un problème. Il y a pas mal d'équipes qui disent ok, les gars sont talentueux, ils ont des ailiers magnifiques, ils ont des joueurs extérieurs incroyables. En revanche, si on leur rentre dedans et qu'on joue, nous, vraiment dur pendant 48 minutes, on sait que eux ne vont pas jouer dur pendant 48 minutes vu qu'ils sont un peu trop soft. Et donc, il y a des moments où on va leur mettre des gros blitz. Et c'est ce qui se passe. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves avec des Clippers qui, il n'y a pas si longtemps que ça, pouvaient encore briguer la première place de l'Ouest, où aujourd'hui ils viennent de se faire passer sous le nez par les Pélicans au tie-breaker. Ils sont trop loin à mon avis pour jouer le top 3. Donc ils vont plutôt jouer les places 4, 5, voire 6 si ça se passe vraiment mal. Et en fait c'est plus du tout la même. Ça veut dire que les Clippers, dès le premier tour de play-off, alors ça va pas être un cadeau, mais n'empêche que pour eux non plus, parce que dès le premier tour de play-off, ils vont se taper une grosse équipe. Tout de suite. Et sans l'avantage du terrain. Et probablement une équipe avec des grands. Et on a vu les limites de cette équipe des Clippers en termes de mental et aussi en termes de taille, quand Tyronn Lue est obligé de trop faire jouer Mason Plumlee, par exemple. Tu vois. Où là, tout de suite, on voit des limites. Voilà. Et donc, même si Zubac fait des efforts, hein, Zubac et tout, machin. Mais voilà. Donc, j'ai des doutes quant à la mentalité et au côté dur et suffisamment costaud, avec suffisamment d'envie des Clippers. Parce qu'en fait, au niveau tactique, je trouve qu'ils ont plein de trucs intéressants à développer et qu'ils ont déjà développé. En termes de talent pur, individuel, ils ont plusieurs joueurs qui sont capables de tuer des matchs. Si vous dites que vous loupez d'effectifs, quand même, c'est culot. Donc, par contre, là, vraiment, la tendance n'est pas bonne pour eux. La tendance, elle n'est pas bonne pour eux. Ça va pas. Ça fonctionne pas, et c'est pas le bon moment. Je veux bien l'avis des fans des Clippers parce que je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de bien détailler. J'étais persuadé qu'on avait mis ça dans le rétro, ce genre de sujet. Je Quand on fait l'apéro, c'était en janvier ou un truc comme ça, là qu'on fait l'apéro, moi aussi je me disais yes. On ne ressortira pas des phrases pareilles fin mars. C'est ces Clippers là qu'on veut voir. Ouais. Bah non en fait. On ressortira pas. Bah non, ou c'est la mauvaise passe qui est la dernière de la saison avant de
En tout cas, les équipes qui terminent les régulières sur des mauvaises tendances, putain, généralement, pardon, mais... Alors, il y a mauvaise tendance, et puis en plus, il y a vraiment des choses, du body language pas terrible, il y a des exécutions où ça se voit bien que ça exécute en traînant des pieds, du coup, d'un point de vue tactique, c'est vraiment très approximatif. Allez, moi, je vais mettre ça sur le coup de la mauvaise passe, mais c'est vrai qu'il y a des doutes. C'est la mauvaise passe, et puis, par contre, Tyronn Lue moi, je suis très content qu'il débarque et qu'il fasse. On est soft. Il sait faire ça. Oui, tout à fait. Mais peut-être que d'ailleurs, ça va être lui, le leader. Et peut-être que d'ailleurs, Tyronn Lue a trouvé le bon timing pour faire ce genre de déclaration. Oui. Et que derrière cette vidéo, les Clippers vont enchaîner 6 ou 7 victoires et qu'on va tous être là. Ok, ils sont sérieux en fait, attention. Ils viennent de se faire égaler, passer par les Pels. Ouais. Et il y a un joli road trip de 4 matchs là, à Philly, à Orlando, à Charlotte et à Sacramento. Bon. Allez, la merde. Pardon. Philly, Orlando, Charlotte, Sacramento. Les mecs, si vous visez le titre, on y va, là, quand même. Bon, bref. Allez, les Clippers, on se reprend. Équipe de softy, là. T'en as marre. On n'a pas du tout parlé d'une équipe dans les Ils nous donnent confiance. Et malheureusement... on doit en parler dans les aspects négatifs, mais moi c'est parce que j'ai un doute personnel. Je débarque tout de suite avec des pincettes. J'ai des petits doutes sur Joe Mazzulla. On n'a pas parlé de Boston qui caracole. Ils nous font une saison de malade mental. Avec du Tatum, du Brown, du Jrue Holiday, du Porzingis, du Derrick White, tous les garçons qui sont derrière, Pritchard, Sam Hauser, tout le groupe Cornet, Horford, ça y a pas de problème. Les mecs, comme on l'a dit, on en a parlé soit face caméra, soit sur les réseaux. Cette équipe, si elle va pas jusqu'au titre, franchement, c'est la honte. Vu la saison qu'ils sont en train de nous faire. On est sur des bases de 65 à 70 victoires là sur la saison. Je veux dire, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Mais, et c'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé récemment contre Atlanta, on a déjà vu des situations comme ça avec ce groupe. Joe Mazzulla ne me donne pas forcément tant confiance. Parfois, il y a des tests que je peux comprendre parce qu'on est en saison régulière, mais je trouve que ça manque encore un peu de poigne et qu'on va vérifier ça très très tôt pendant les playoffs. Est-ce que Boston va débarquer là en playoffs et ne laisser aucune bouteille d'oxygène à ses adversaires? Si on se base sur ce qui se passe... Ça dépend surtout du coach, ça. En fait... Non, mais tu vois... Mais t'as raison. Mais on pourrait parler évidemment de Tatum et de Brown, les deux leaders qui sont censés, et ils auront leur part de responsabilité. Mais en fait, malheureusement pour Joe, la timeline, c'est aussi que cette équipe est allée en finale NBA avec Ime Udoka, qu'il y a eu des modifications, il y avait Robert Williams, il y avait Marcus Smart, il y avait Grant Williams, etc. Mais là, on a vu des situations qui sont encore dans beaucoup de têtes avec les derniers playoffs, où t'es mené 3-0 dans des séries, qu'est-ce que c'est que ces conneries à parler de on va revenir, nous en laissez pas un, ferme ta gueule, en fait, juste t'es éliminé. Voilà, c'est comme ça. Que ça a cravaché pour battre, évidemment, les Hawks et les Sixers derrière, et là, c'est une équipe qui est en discussion rating avec les Warriors de KD et Steph, avec parmi les plus grandes équipes de tous les temps, et il y a encore certains soirs où je trouve que ça manque de fermeté et de poigne. Et on peut mettre ça sur le dos, en effet, de Tatum et de Brown en tant que leader. Mais je pense que forcément ce que je voulais faire, je te posais vraiment la question. Pour toi, c'est principalement Joe Mazzulla, c'est dans la préparation mentale de l'équipe avant les matchs. En fait, il y a un moment où il va falloir, si Boston ne va pas là jusqu'au bout, je pense pas que Brown et Tatum vont prendre la porte. Oui. Je pense pas que Holiday et Porzingis non plus. Par contre, je pense que Mazzulla, là, s'il n'emmène pas ce groupe jusqu'à la bague, je sais, il y a eu plein de choses entre discussions, extensions, etc. Donc il n'y a pas de problème. En soi, contractuel, tout est possible et négociable. Vous avez qu'à demander à Adrian Griffin à Milwaukee. Mais on sera les premiers à critiquer Tatum et Brown s'il y a notamment des contre-performances, qu'elles soient dans l'intensité, mais surtout statistiques. On va voir, on va dire, putain les gars, vous avez fait n'importe quoi, trop de ballons perdus, on a mis un lockdown sur Tatum, on a vu ce que ça a donné, hashtag Andrew Wiggins pendant les finales NBA 2022, donc on aura des éléments pour. Mais je trouve qu'au global, il y a encore des situations où on se ramène dans des match-ups et on va faire des previews tous les deux et on va se dire, bon bah, la bataille des coachs. Et en fait...
on va se dire, bon, bah, sur cette bataille, l'avantage vient certainement à l'équipe d'en face. Tout à fait. Alors, il y a cette histoire de bataille des coachs qu'on va surveiller pendant les playoffs, effectivement, tu as raison. Et il y a aussi le côté... Boston domine la régulière parce qu'en fait, ils jouent mieux globalement des deux côtés du terrain que la plupart des adversaires qu'ils vont rencontrer. Dans la configuration playoff où ils vont se faire un tout petit peu plus rentrer dedans, j'ai bon espoir que l'expérience de l'année dernière, notamment, a durci et le coach et les joueurs pour qu'ils sachent répondre. Moi, là où je vais vachement surveiller Joe Mazzulla, c'est quand il va devoir affronter des équipes avec un plan de jeu bien clair. Genre les Bucks. Genre Denver si tu vas en finale, si tu vas en finale, ou par exemple des Cavs autour de Donovan Mitchell, ou ce genre de choses, tu vois, des gens qui vont dire ok, nous on va appuyer comme ça et puis on va essayer que ça passe, on n'est pas favori et tout. Et c'est là où je vais attendre de Joe Mazzulla qu'il utilise la variété, la polyvalence et les capacités de son effectif pour contrecarrer et ne pas laisser d'espoir tactique à l'équipe adverse. Là je l'attends, je suis d'accord, et j'ai quelques doutes aussi. Et le reste de l'effectif, vraiment, on peut me dire Jaylen Brown dans machin ceci, ou Demon Time, ou Tatum qui regarde ses pompes, et l'équipe qui va pas trop à l'arceau, et du coup a envie de jack up, parce que Boston, ça par exemple, Boston, ça artille à 3 points à un niveau mais extraordinaire. Et en même temps, ils en mettent beaucoup. Et ils en mettent beaucoup. Mais alors par contre, les premières mi-temps où ça rentre pas, tu continues d'artiller comme un zouave, ou est-ce que t'as un coach qui commence à faire les gars, allez à l'arceau, vous faites tous 2m40. Ouais, ou circulation de balles, où il y a des systèmes à mettre en place. Non, je suis d'accord. Et donc je crois que ça va venir, certes parfois, des leaders sur le parquet, mais ça peut aussi venir de ton coach qui dit, les gars, juste arrêtez d'artiller à faire des step back comme si vous étiez sur Bolly's Life, il faut aller à l'arceau, vous êtes plus grand, vous êtes plus athlétique, on y va au mastic, vous êtes plus capable de faire ces efforts-là, et désolé, il n'y a plus Marcus Smart pour vous botter les couilles. Joe Mazzulla, j'ai des petits doutes. Voilà, c'est très personnel. Je t'en prie. Moi aussi j'ai un coach là, JB Bickerstaff. Oh putain. C'est mon gars sûr. Mm-hmm. Alors, je sais, on va tout de suite me dire, ah oui mais attends, Evan Mobley blessé, Donovan Mitchell blessé, il a manqué Garland, il s'est très bien débrouillé quand il n'y avait pas Garland et il n'y avait pas Mobley autour de Donovan Mitchell, il a trouvé comment faire jouer des Dean Wade et tout machin. Il a fait une bête de saison. Il fait une bonne saison régulière, là, depuis quelques temps, limite, depuis qu'il y a eu un moment, il avait récupéré tous ses joueurs, je le trouvais moins bon et tout, je trouvais qu'il n'avait pas réussi à retrouver l'équilibre, bon le pauvre, là on lui renlève des joueurs, donc j'ai conscience qu'il y a du blessé. Mais, les blessés, surtout pour une équipe comme les Cavs qui a un effectif assez profond et qui vise haut, qui est ambitieuse, les blessés ça fait partie du truc. Et on va dire quoi en fait ? On va dire ah bah ouais mais ils avaient des blessés. Je sais pas, les Knicks ils ont des blessés, les Bucks ils ont dû dealer. Enfin tu vois en gros, JB Bickerstaff doit continuer dans la lignée de ce qu'il a réussi à montrer en janvier, où Donovan Mitchell fait un mois de fou furieux, mais les Cavs aussi, autour de Donovan Mitchell, parce que JB Bickerstaff a réussi à mettre en place des choses vraiment très intéressantes et très impressionnantes. Alors c'est vrai que quand tu te manques et Donovan Mitchell et Max Truss en même temps, ça t'enlève quand même 2 vraies options offensives. Ça te fait chier, non mais c'est évident. Après on peut que croiser les doigts pour lui et espérer qu'il les récupère en temps et en heure et que les mecs soient en rythme pour démarrer les playoffs, parce que Cleveland va aller en playoffs. Mais voilà, clairement, moi j'ai des doutes sur la capacité de JB Bickerstaff à s'adapter aux éléments qui vont venir le contraindre lors de la campagne de playoffs. Et ce qui est embêtant pour lui, c'est que si ça se trouve, dès le premier tour, il aura une opposition à la con. Du Magic, du je sais pas, Indiana. Des trucs. Indiana peut-être, Miami, exactement. Si à Miami en 6 et Cleveland en 3, et que donc JB Bickerstaff, dès le premier tour, peut-être avec un joueur ou deux, ou blessé, ou pas tout à fait à 100%, il doit jouer le Heat, qui on le sait, le Heat sera pas à 100%, et on dira, oh voilà, ils ont machin qui est blessé, mais attention. Et donc, combien de temps Cleveland va considérer que JB Bickerstaff est l'homme de la situation ? Moi, j'ai d'énormes doutes sur ce coach, je m'en suis jamais caché, et je pense qu'il a une pression terrible et que c'est pas forcément le meilleur gars pour tenir la pression. Donc ça me rajoute encore plus de doutes quand je vois le niveau de l'infirmerie qui est quand même assez pleine et qui désemplit pas trop. J'espère pour les Cavs qu'ils vont avoir tous leurs joueurs. Et j'espère surtout qu'on reviendra pas sur cet extrait de vidéo en disant bah ouais mais c'était sûr en fait, Bickerstaff ceci, Bickerstaff cela. C'est quand même dommage parce que Donovan Mitchell il a tourné à 30 points par match pendant la série mais les Cavs ont pris 3-1. 4-1 pardon, tu vois. Voilà. Ça va bien me saouler parce que j'aime beaucoup cette équipe mais
Ah, il y a trop de matchs là récemment où je suis ok, bon, c'est bizarre, je comprends pas trop et tout. La rotation, il y en a trop. encore des questions. Ouais. Donc voilà, j'ai des doutes, c'est un peu les mêmes tout le temps sur JB Bickerstaff, mais ils se dissipent pas en fait, même avec le mois de janvier. Mais je comprends, et moi ça m'emmerde parce que c'est un peu la cible facile. Il y a peut-être des gens qui ont vu le nom de Sapero et qui ont dit pareil, JB Bickerstaff. Bah ouais, mais les gars, en fait, moi ce qui m'embête, c'est que c'est la cible facile. Il faut voir l'équipe qu'il a l'autre, hein. Il a une belle équipe. Hein. Il y a une belle équipe, il y a aussi d'autres garçons, on va voir ce que ça va donner au premier tour des playoffs, parce que moi tu vois, t'avais parlé de JB, mais il y a des garçons aussi où moi j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent avec la grosse lumière sur eux, parce qu'on avait eu Jared Allen qui a dit la lumière est très très puissante en fait, et il y a d'autres garçons qui devront prouver, mais même si la saison de JB est bonne, même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, c'est le fall guy. C'est s'il y a quelqu'un qui va prendre, ce sera lui. Ce sera lui avant tout. Et peut-être que Cleveland, malheureusement, comme je l'ai vu pas mal avec les pauvres copains là, des comptes des Cavs, vont dire bah franchement tout ça pour ça quoi. On a taffé comme des zinzins pendant 6 mois et à 6 semaines de la fin, 5 semaines, on se tape des blessures à la con et on va être l'équipe pointée du doigt parce qu'on va faire partie des upsets du premier tour. Aujourd'hui là, je suis désolé de poser la question, je te la pose Alex, mais t'es les équipes en place 5, 6, 7, 8. Qui t'as envie d'affronter au premier tour entre les Celtics, les Bucks, les Knicks et les Cavs? Bah les Cavs, hein, clairement. Clairement. Après, éventuellement du Knicks en fonction de tes points forts, mais là, vu les Knicks qui montrent en ce moment, je pense que tu dis bon, les Cavs, avec un peu de chance, il va y avoir un ou deux mecs clés à l'infirmerie, et du coup, on va prendre l'avantage comme ça. Ouais. Et JB Bickerstaff est en partie responsable de ça. Préfère inventer les Cavs? Moi, les doutes sont toujours là sur JB Bickerstaff. Voilà, c'est tout. Ben, je comprends. Chier pour les fans des Cavs quand même. C'est pas fini cette affaire. Mais aujourd'hui, c'est pas fini, mais ça sent le poisson pourri quand même. Ah, c'est clair. Il y a un petit fumet. T'as quelque chose? Ouais, et je trouve qu'on est sur une belle tendance de coach parce que je vais finir en tout cas sur la valse des coachs avec un truc très sympa. Je vais reprendre cette belle citation de Steve Kerr récemment, qui a dit mais quand même on a mis tellement de choses sur les épaules de Stephen Curry depuis 15 ans, on peut pas non plus tout le temps le rider. T'as raison Steve. Mais t'as parfaitement raison Stéphane. Réveille-toi frérot. Mon cher Steve Kerr, merci pour cette citation, notamment en sortie de défaite contre Minnesota où il y a eu un repos de Stephen Curry pendant 7-8 minutes tranquille, parce que bon les Wolves si tu les joues chez eux, il n'y a pas de... Voilà, repose ta superstar pendant 40 minutes, il n'y a pas de problème. Bref, Steve Kerr, qui évidemment fait partie des plus grands coachs de l'histoire, etc., mais n'est pas non plus protégé contre la critique, loin de ça. L'année dernière, on s'en est sorti en 7 face aux Kings. Bon, merci Steph et les 50 points sur... Il s'est fait tabasser par les Lakers, hein. S'est fait gentiment tabasser par Darvin Ham et les Lakers parce qu'on savait pas qui était bien utilisé, comment ça se passait. Il aura fallu que Jonathan Kuminga, notamment, nous fasse 2-3 petites sorties publiques pour qu'il y ait du changement dans la rotation, qu'il y ait d'autres garçons qui soient responsabilisés. Et il y a eu des choix faits par Steve Kerr qui sont pas mal, notamment Klay Thompson en sortie de banc, avec des belles déclarations de Klay pour nous dire... Mais ça, pour faire des choix couillus, il est là. Pas de problème, ça, exactement. Donc... Lorsqu'il a fallu dire à Klay Thompson, gros, je sais pas si tu connais Manu Ginobili, et Klay Thompson qui a pris premier creux et qui a dit franchement, si Manu Ginobili, bah moi je vais le faire, il le fait. Magnifique professionnalisme de la part de Klay Thompson, futur Hall of Famer. Par contre, Steve Kerr, attention. Attention, parce qu'en effet, moi je trouve que cette phrase est très très pertinente. On ride les épaules de Stephen Curry depuis 15 ans. Oui. Est-ce que tu peux pas trouver des moyens tactiques de l'aider Est-ce qu'on peut, sur une série... Pourquoi je parle de série? Est-ce qu'on peut sortir du play-in? Genre là, dans le plus grand calme, on est en mars 2024 et Jalen Green, qui joue comme Michael Jordan 86-93, on va prendre ce range-là à peu près, Jalen Green et les Rockets sont en train de rattraper les Warriors dans la course au play-in tournament. De quoi on parle? Ça, c'est sûr que c'est un gros problème pour les Warriors, c'est-à-dire que normalement, on pensait qu'avec leur bonne série là, du mois de février, là, on se disait c'est bon, ils ont mis cette affaire dans le rétro, ils vont pouvoir essayer de regarder devant, vers du Lakers, vers du Suns, vers du Kings, ou je ne sais qui pourrait glisser. En fait, non. Ils sont dans le rétro comme ça, et là, qu'est-ce qu'ils voient là? Ils voient Ime Udoka
Fred VanVleet et Jalen Green. Mon gars, pétez la gueule. Et ça, ils font merde, putain, fais chier. Donc ils sont là, juste là, les gars, merde. Donc là, Ah ouais, tout à non, fait. c'est clair. Donc là, il n'y a même pas d'histoire de. Ok, on peut me parler de blessures et d'absence, mais il n'y a même pas ces histoires-là. C'est-à-dire que tu peux compter sur des garçons comme Klay Thompson, sur Stephen Curry, sur Draymond Green et tout. Je t'en prie, t'inquiète, c'est Steve Kerr qui est pas content. Mais excusez-moi, on vient de parler du fait, et c'est formidable ce qui se passe à Houston, mais on vient de parler du fait qu'il va y avoir un Rockets Warriors le 4 avril, là, qui est à Houston. Mais je suis désolé, j'adore Ime Udoka, j'adore les Rockets, mais là c'est le money time, là c'est les grands coachs, c'est les grands joueurs, là. Il faut faire le travail, il faut remporter ses matchs, il faut aller quoi? Il faut s'assurer. Steve Kerr, faut s'assurer le play-in tournament là. Sinon, c'est quoi la stratégie là? C'est de dire à des gars futurs Hall of Famer, parce qu'il y a Chris Paul aussi dans le lot, hein. C'est de dire à des futurs Hall of Famer, désolé les gars, en fait, on se retrouve là, en octobre prochain, là, parce que Houston nous a subtilisé la dernière place au buzzer. Et derrière, c'est quoi? C'est de faire un play-in tournament où dès le premier match, tu joues face aux Lakers de LeBron et AD en forme et tu te fais péter la gueule, parce qu'encore une fois, Darwin Ham va faire sorry, que ce soit une série en 4 ou une série de 48 minutes, j'étais dans ma poche en fait, Steve. Donc attention. On pourra sortir plein de joueurs et dire fuck, contre-performance de Draymond, ou clairement ça ne va pas pour Wiggins, ou va falloir transférer d'autres garçons. Ok. Juste là, on parle des entraîneurs et Steve Kerr ne m'en rassure pas. Ce qui s'est passé là à Minnesota, ce qu'il y a eu dans d'autres situations, je suis désolé, je suis pas rassuré. Il fait une saison Steve Kerr où il y en a plein qui sortent du coup du bois et disent enfin vous réalisez sur Steve Kerr parce qu'il a été protégé de fou par un des joueurs les plus influential de la... Il a été bon aussi. Et il a été bon, il a fait des bons choix et tu gagnes pas des bagues comme ça en te touchant la nouille, d'accord? Non, faut pas déconner. Non, doucement. Mais là, tous les grands coachs savent s'ajuster. Là, il y a un nouveau type de challenge pour Steve Kerr et ça tâtonne. le niveau de confiance est quand même pas Pas ouf, non, je suis d'accord, il est en danger. Putain, les Warriors là, on va avoir Steph. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Des doutes, voilà, sur Steve Kerr. Je t'en prie. J'en ai un petit dernier. Last but not least. Oula. Ouais, j'ai des doutes sur les quatrièmes quarts des Suns. Le quart d'heure Suns. Non, on va pas faire un quart d'heure, on va faire ça très vite, très court. Oula. Les Suns sont... Alors, fin février, les Suns étaient la moins bonne équipe dans le quatrième quart de toute la ligue. Il y a un article assez cool qui est sorti, que j'avais lu, avec des stats détaillés. Je suis en train de le rechercher. Je crois qu'il était sur... c'est ça, sur Bright Side of the Sun, hein, donc ce sont des gens parfaitement objectifs, qui avaient mis des stats où ils détaillaient, donc en gros, l'article bouge pas, il date de février, de All-Star Game. À cette époque, sur la globalité des matchs, donc les stats, les ratings de la saison sur les matchs entiers, les Suns avaient une attaque top 10, avaient mine de rien une défense mid-range 14e, et ils avaient un net rank 10e. En première mi-temps, ils faisaient partie des toutes bonnes équipes. En deuxième mi-temps, ils faisaient partie vraiment des équipes deuxième moitié de tableau. Puis après, l'article détaille carton par carton. Je pourrais vous le mettre, demandez-le moi, je vous mettrai l'article. Et là, tu t'aperçois que en gros, dans le premier quart, c'est pas ouf. Dans le deuxième quart, c'est très bon, les Suns. Dans le troisième quart, c'est très 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 bon. Ça revient du vestiaire, ça score, ça rentre tous les paniers. Et dans le quatrième quart, à l'époque, c'était 30e, donc pire attaque. Pire attaque. Il y a Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Grayson... qu'est-ce que c'est que ces conneries? 26e défense, donc c'est pas beau. Et moins bon net ranking. 30e. Donc... Ça s'est amélioré. Les Suns étaient une équipe... Oui, ça s'est un peu amélioré. C'était vraiment dégueulasse. Ils étaient une équipe qui marquait le moins... Ils étaient l'équipe qui marquait le moins de points dans le quatrième quart de toute la ligue. Donc, c'est dû à plusieurs trucs. Et c'est une catastrophe à l'aube de ce que les Suns vont devoir affronter, c'est-à-dire une qualification pour sauver la saison, pour aller en play-off sur un match de play-in, où il faudra jouer les Kings, ou les Mavs, ou je sais pas qui. Éventuellement, s'ils perdent, il faudra jouer le gagnant d'un Lakers Warriors, ou d'un Lakers Rockets, je sais pas. En tout cas, des matchs pièges, coup près, qui seront probablement serrés, donc dans lesquels il faudra être bon dans le quatrième quart. Et oui.
Alors là, vraiment, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Déjà que j'ai des doutes au global sur cette équipe, parce que je trouve qu'en fait, on voit bien que l'ambiance n'est pas ouf. Kevin Durant, un match sur deux, t'as l'impression qu'il fait la gueule. Devin Booker, il a beau avoir des super paroles, on voit bien qu'il a du mal à assumer le fait d'être un vrai leader. Bradley Beal a fait quelques bons matchs, mais dans l'ensemble, on a un peu l'impression d'avoir une option numéro 4 payée comme une option numéro 1. Franchement, Grayson Allen est là. Hein. Bah voilà, même Nurkic et tout. Après, il y a beaucoup de talent offensif dans cette équipe, mais il s'exprime mal et tout. Et vraiment, le paroxysme de tout ça, c'est vraiment le quatrième quart, où les Suns montrent une certaine incapacité à finir des matchs malgré tout leur talent. Malgré parfois où ils font des efforts défensifs pour justement se procurer les balles en attaque, tu te dis, ah bah attends, les Suns qui défendent un minimum, du coup en attaque t'as des balles à Booker, des balles à Durant, ça a commencé à devenir chiant. Même pas. C'est un peu à toi à moi quand même. Et exactement, donc ça c'est le premier problème, c'est un problème à mon avis de mental, d'ambiance de groupe, de gars qui se prennent pour ce qu'ils sont pas en fait, qui ont du mal à bien se regarder dans la glace et à savoir ce qu'ils doivent faire. Le deuxième point est tactique, t'as raison. C'est qu'il y a trop de fois en fin de match où Kevin Durant, tout le monde s'écarte, du coup les mecs font moitié des prises à deux. C'est Kevin Durant, de temps en temps il te le met, le shoot difficile, mais il en rate. Voilà. Booker, pareil. Les gars, donc du coup, les autres gars, bah, ils prennent pas forcément leurs responsabilités. Donc il y a un vrai sujet tactique de circulation de balles, de coupe loin du ballon, qui est pas clair. On peut incriminer aussi Frank Vogel. Ah oui, oui. Jusqu'à maintenant, j'avais pas trop envie de lui tomber dessus parce que je pense que c'est pas un vestiaire facile à coacher. Et puis il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe et tout. Mais là, on arrive en mars, ça se voit qu'il n'y a rien en place. Ça se voit qu'il n'y a rien en place. Et quand il n'y a rien en place, dans le quatrième quart, t'es dans la merde. Et ça résume assez bien les Suns. Hein. Donc ouais, moi j'ai des doutes. Je suis même assez défaitiste si les Suns se retrouvent dans des matchs serrés de play-in. Oh là, je vous le dis. Avec Devin Booker et Kevin Durant. C'est moche, hein. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Hein. C'est la réalité de ce que nous disent les stats, même si je sais que là, ça s'est un peu amélioré. Mais ça reste quand même faiblard par rapport au niveau de talent de l'équipe. Et surtout faiblard par rapport aux éventuelles équipes qu'il va falloir affronter. Dans la vidéo qu'on a fait peu de temps auparavant là, sur les gens qui en ont confiance, Bastien a parlé de Kyrie et de Luka Doncic. Mais s'il faut jouer un money time contre Kyrie Irving et Luka Doncic, moi je vais éteindre ma téloche. Voilà, moi, je vais ouvrir un bouquin, très fort. Je vais ouvrir un livre. Alex, je vois la fenêtre. Alex. Voilà, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça m'énerve d'avance. Ah, alors cette phrase-là, putain, mais t'as Kevin Durant et Devin Booker et t'es pas serein dans le Money Time, mais c'est une atrocité. Alors que l'année dernière, en playoff, les deux ont quand même chauffé à un certain niveau de chaleur et on a vu ce que ça pouvait donner. Mais après, les Money Time n'ont pas toujours été fous. Et puis dans le match 6 à la maison contre les Nuggets, où je te dis pas que les Nuggets étaient plus forts évidemment, mais les Suns sont déçus quand même. Oh. Donc voilà, attention, parce qu'à force de décevoir dans les moments clés, c'est là on peut parler de talent, de machin, de tout ce que tu veux, de super team, d'alliance de stars, mon cul. Pour l'instant, les Suns, il y a rien dans le viseur, il y a rien au palmarès, et ça commence à devenir énervant. je l'entends bien fermement. Voilà. J'avoue que même là, bon, ce n'est qu'un match, hein, mais il y a eu le dernier match là contre les Spurs sans Wemby. Sans Wemby, où tu te fais outplay dans le Money Time par Jérémy Sohan. J'aime beaucoup. Hein, non, mais Vassell et Sohan qui te outplay avec c'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal. Moi, c'est le à toi, moi qui me rend complètement dingue. Je les avais vus sur place, ils avaient battu les Nets. Bon, bah tant mieux, bravo, hein, félicitations, vous avez battu Brooklyn. Après, cette année, Brooklyn. Voilà, faut le vouloir. Mais beaucoup de à toi, moi. Et pas beaucoup d'assurance sur le gars qui va dire maintenant ça suffit. Ça chouine beaucoup. Et pas beaucoup de hey les gars, on se concentre et on y va. Il y a certaines fois où KD essaye un peu d'avoir ce rôle, mais c'est tellement pas sa nature. Il y a des situations, j'ai vu, il y a des gros bons mouvements de balle pour décaler, pour Eric Gordon qui catch and shoot et ça sanctionne, et puis parfois Youssouf aussi avec Grayson Allen et tout, et tu le vois qui est là à rassembler le groupe et tout, mais au global, si ça chauffe un peu, j'ai l'impression que ça va regarder ses pompes, et ça m'emmerde aussi d'avance, parce que le talent quand même, et puis, enfin, je sais pas, le postulat il y a quelques mois, c'était quand même Bradley Beal, Devin Booker et KD, quoi. Là, t'es 8ème de l'Ouest. Fais chier. De toute façon, là, la gueule du play-in, là, Warriors, Lakers, Suns, Mavs, c'est... Ça fait mal. Hein. Tu vas sortir au play-in ? Ça dépend de
l'adversaire, mais quel adversaire les Suns ont vraiment envie de jouer? Face à quel adversaire les Suns vont vraiment être favoris sur un match? Les Kings, et encore, faut voir. Les Kings ont montré de l'irrégularité, mais contre les équipes un peu avec de la hype, ils sont forts les Kings. Donc j'aime pas la match-up. Putain, les Mavs, j'ai pas tellement envie. Si les Clippers glissent, t'as pas envie non plus. Enfin bref, en gros, voilà, on en est là. Donc non. On en est là parce que dans le 4e quart, il y a personne. T'as quelque chose pour finir? J'aimerais juste que vous soyez 7ème et qu'il y ait un Thunder Suns au premier tour. Voilà. Pour KD de retour au KC et qu'on se marre. Marrant. Et puis Devin Booker versus Shai, comme ça on va mettre 2-3 choses au clair. Ouais. Oui, pour finir, c'est un tout petit détail. Enfin, un tout petit détail, voilà, c'est parmi les choses de geek que j'aime bien noter un peu et à voir. J'ai besoin un peu de l'avis des fans des Bucks, parce que tu as parlé très bien en détail dans la vidéo positive de Milwaukee, Giannis, des choses, etc. J'ai récemment, et depuis même quelques semaines, souvent quand Bobby Portis est sur le terrain, j'ai tendance à observer de très très près ce qui se passe, et notamment comment les équipes punissent, parce que depuis longtemps, on sait que Bobby Portis n'est pas une assurance défensive. Il apporte tout ce qu'il faut offensivement. Rebond et offensif, ça, il n'y a pas de problème. Je me demande juste comment il va être utilisé, à quel point il va être utilisé, et comment Doc Rivers va l'utiliser et être capable de s'ajuster si ça ne marche pas, parce que Bobby Portis est un garçon qui est capable de, certes, apporter en attaque, mais beaucoup se faire punir défensivement. C'est vraiment une des mismatchs, enfin je veux dire, c'est écrit sur tous les boards de toute la NBA. Dès qu'il est là, tu y vas, et lui il fait faute, il se rend pas compte, il regarde l'arbitre, il fait je comprends pas, et il y a beaucoup de situations de N1 ou de joueurs qui lui passent dessus. Et on le sait, pour arriver jusqu'au bout, que ce soit en finale NBA ou jusqu'au titre, on en vient à des détails. On en vient à des match-ups détaillés, on en vient à des coachs qui sont capables de s'ajuster sur des détails. Et donc, est-ce qu'on va avoir des minutes qui sont tellement atroces défensivement des Bucks avec Bobby Portis que du coup, Doc Rivers reste attaché sur lui et donc du coup, on voit des équipes qui punissent en abondance, ou est-ce qu'il y a un ajustement qui est fait? C'est pas de la hate contre Bobby, encore une fois, il va être trop important dans des situations de match où le 5 majeur manque d'un certain punch offensif, il débarque et il bully, parce qu'il adore faire ça. Mais voilà, je vais avoir un doute potentiel. Je pense pas qu'il va finir beaucoup de matchs. Non, mais du coup, il faudra bien voir quels vont être les line-up utilisés pour finir les matchs, parce qu'il y en aura aussi où Doc Rivers va devoir faire des choix sur Jay Crowder, plutôt, qui va être en 4 par exemple. Middleton, Giannis, Lopez, par exemple. On va voir s'il y aura du coup toujours le 5 majeur avec Beasley et Lillard. Mais voilà, je vais Connaughton aussi. Je vais observer pas mal Bobby Portis parce que c'est un garçon qui est très important dans l'aspect offensif et l'identité vraiment, lui, Pat Bev et tout dans ce qu'ils apportent en termes d'intensité et ce côté vraiment on va au mastic. Mais si Milwaukee veut regagner un titre, je me demande comment est-ce qu'il va être utilisé. C'était une des attractions du titre de 2021. Je veux dire, toute la région gueulait Bobby. Je pense qu'on était bien content qu'il y ait PJ Tucker aussi dans le coin, tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc là, je me demande comment ça va se passer parce que c'est pas la porte ouverte la plus ouverte de toute la NBA quand il est sur le terrain, mais attention. Là, il se fait cibler et donc c'est parfois sur ces détails-là que je vais garder l'œil et on va avoir des doutes. Je veux bien l'avis des fans des Bucks, ça se trouve, qui sont eux très confiants. On regardera tout ça. On est bon ? Ouais, on est bien. Est-ce que vous êtes confiant en Zion pour ses premiers playoffs sur demi-terrain ? Exprimez-nous vos doutes. Évidemment. Tout à fait. Sur les Knicks aussi, sur un petit bodo. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend dans les commentaires. Dites-nous quel est votre scepticisme et sur qui, quand. Nous, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on se retrouvera pour les playoffs avec notamment une soirée au Grand Rex, la NBA Viewing Party le 20 avril. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Et à très vite. Bisous, ciao.